Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme et Studio Tamani en parle au cours de ce grand dialogue. Le Mali, à l'instar du monde entier, célèbre aujourd'hui la 24e édition de la Journée internationale de la femme. Le thème choisi pour ce 8 mars est « La femme médiatrice pour la reconstruction de la cohésion sociale dans l'espace du G5 Sahel ». L'objectif, selon les autorités, est de faire ressortir la place de la femme dans la reconstruction de la cohésion sociale et de mieux les mobiliser au sein de leur communauté. Quelle est la place donc de la femme dans la reconstruction de la cohésion sociale? Sont-elles suffisamment impliquées dans le processus de paix au Mali? Comment mobiliser les femmes pour la reconstruction de la cohésion sociale dans le contexte actuel du pays? Nos invités, Moussa Guindo, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Fatima Maïga, présidente des femmes leaders, dont celle de la CMA et de la plateforme, Maître Saran Keïta, avocate et membre de l'Association des femmes juristes du Mali et de la CAFO au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de la journée de la femme, c'est 8 mars. Bonne fête à toutes les femmes. Monsieur Moussa Guindo, vous êtes conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au Mali, la cohésion sociale est touchée jusqu'à quel point? Merci, monsieur Touré. Moi, je suis Moussa Guindo, je suis conseiller technique au ministère de la promotion de la femme. Au Mali, je pense qu'avec cette crise, la cohésion est un peu délabrée, compte tenu de notre situation au niveau du tissu social, surtout la femme et l'enfant qui ont subi aujourd'hui cette crise-là. C'est pour vous dire que la cohésion est entamée à un décret qui nous pose d'énormes problèmes. Ça veut dire que nous sommes à 80% et si on ne fait pas attention, on sera à terre. Mais avec ce qu'on entend parler aujourd'hui, même avec le thème du 8 mars, je pense que ça va nous amener à maîtriser un peu cette cohésion sociale pour au moins que le Mali puisse avancer pour le bonheur des femmes et des enfants. Fatima Maïga, vous êtes présidente des femmes leaders, du collectif des femmes leaders, dont celle de la CMA et de la plateforme. Aujourd'hui, la cohésion sociale est touchée jusqu'à quel niveau selon vous? Écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de documentation sur la fragilisation de notre tissu social, parce que la cohésion sociale, ça implique également cette notion de vivre ensemble, de cohabitation pacifique. Clairement, lorsque des membres d'une même communauté prennent des armes contre d'autres membres, ça crée de la méfiance, ça crée des souffrances, ça crée des déplacements qui ont beaucoup touché les femmes et les enfants. On a parlé d'environ 200 000 personnes sur les routes au plus fort de la crise et une partie encore de cette population sont encore dans les camps de réfugiés et de déplacés. On parle aussi de l'impact de la crise sur les moyens de subsistance des populations, les femmes toujours en première ligne. Donc oui, cette crise a touché à partir de 2012. Ses effets continuent. On ne peut pas oublier nos sœurs du centre aujourd'hui. Pour reprendre certaines statistiques, en 2017, il y a eu plus d'attaques contre les populations au centre, les populations civiles, qu'il y en a eu contre les populations au nord. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de fragilisation, je dirais, très importante du tissu social, eu égard à cette rébellion armée qui s'est ensuivie d'un certain nombre d'exactions par des groupes terroristes. Maître Saran Keïta, avocate et membre de l'Association des femmes juristes du Mali et de la CAFO, vous êtes juriste. Alors, les droits des femmes ont-elles été violés et jusqu'à quel point lors de cette crise? Bonjour tout le monde et merci beaucoup. Je vais d'abord apporter une petite rectification. Je suis la présidente du réseau Société des femmes de l'espace Pédiaoui, membre de l'association des juristes, mais pas de la CAFO. Je suis membre d'une organisation qui a été à la base fondatrice de la CAFO en 1991. Il faut apporter la précision. Merci pour la précision. Les droits des femmes ont été violés dans le nord, au centre, aussi par rapport à la situation que notre pays vit aujourd'hui. Ce qui s'est passé au nord, c'est une violation des droits des femmes, n'est caché à personne, eux au centre et au sud. Et cette violation continue. Ce n'est pas parce que nous sommes seulement en période de crise que nous allons parler de violations. Mais en dehors de la période de crise, il y a eu ces violations des femmes. Et la violation des femmes continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé très rapidement.
effectivement. C'est vrai qu'il existe depuis très longtemps, mais je pense que nous pouvons aujourd'hui déjà de se réveiller. Quand on se réveille, mais il faut aller de l'avant vers ce qu'on fait et être positif dans ce qu'on est en train de faire. Madame Keïta, vous dites que les droits ont été violés, mais comment? Des viols au nord. Il y a des viols aujourd'hui au centre et au sud. Le viol collectif qui a été étalé sur les réseaux sociaux, c'est qui des droits des femmes, c'est pas au nord, c'est à Bamako ici. Mais à Bamako au nord, c'est agi de l'occupation. Les femmes ont été violées, les femmes ont été lapidées, les femmes ont été victimes de toutes sortes de violations de leurs droits. Flagellées, lapidées et violées, du mariage collectif. Je dois me mettre à répéter tout cela, à revenir sur tout ça. Non seulement je vais être choquée moi-même, mais ça va être ces personnes qui sont en train de nous écouter vont être un peu plus choquées. L'équipe qui est passée sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, une procédure est ouverte devant le juge d'instruction du 8e cabinet du tribunal de la commune 3. Mais c'est abominable. Quand on voit tout ce qui s'est passé, c'est abominable. Donc ça fait très mal. Merci. Maître Fatima Maïga, présidente du collectif des femmes leaders, dont celle de la CEMA et de la plateforme. Aujourd'hui, quels peuvent être les facteurs qui peuvent contribuer à la reconstruction de la cohésion sociale au Mali? C'est une question large, c'est une question qui fait l'objet justement d'un certain nombre d'initiatives. L'accord de paix y a apporté une réponse en regardant ça à travers les 4 piliers, c'est-à-dire du point de vue politique, le point de vue institutionnel, du point de vue des exigences de défense et de protection, du point de vue également de développement socio-économique et du point de vue de la réparation, de la justice et de la réconciliation. Donc, mais pour nous, les femmes, il y a plusieurs niveaux, plusieurs hiérarchies de problèmes. Il nous semble qu'aujourd'hui, la réponse institutionnelle qui est apportée de façon globale à cette crise qui frappe l'ensemble des Maliens, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, mais qui frappe en particulier les femmes, d'une certaine manière que Mme Metsaron, qui est une collègue, une amie aussi, militante comme nous, les frappe en particulier. Je pense que nous, on a un certain nombre d'obstacles qu'on va vouloir non pas lister parce qu'on n'en finirait pas, mais on peut mettre en exergue quelques-uns de ces obstacles. Et ça cadre bien avec le thème de l'émission. Aujourd'hui, les femmes, mais pas seulement elles, mais les femmes en particulier, 50% de la population sont exclues, marginalisées de la plupart des cadres formels de médiation, de négociation sur des problèmes, non seulement sur lesquels elles ont des compétences, mais qui sont des problèmes qui les touchent en priorité. Maître Saran en a parlé, lorsque la crise a frappé, mais même avant, il y avait des questions de violence, des violences extrêmes qui ont touché les femmes en particulier. Nous avons également la question, si vous voulez, de l'action, de l'impact aujourd'hui de ce qu'on appelle des extrémismes religieux, qui semblent d'une certaine manière se focaliser sur les droits des femmes, qui sont perçus à tort très souvent comme le maillon le plus faible de la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, au nord comme au centre, mais surtout au centre? On empêche les femmes, les filles, d'aller au marché. On les empêche de fréquenter les maternités, les centres de santé dits modernes. Et comme on le sait aussi, on redéfinit leur place, leur statut dans la société et leur mobilité dans la sphère politique. Et lorsque nous avons ça, mais qu'en face, nos institutions qui sont censées nous protéger, qui sont censées, en vertu d'un certain nombre d'engagements, mais de lois maliennes, comme la loi 52 sur le genre, et que nos institutions ne répondent pas à cette attaque qui date d'ailleurs de plusieurs décennies sur les droits des femmes, on se trouve confronté à une situation où institutionnellement, les femmes ne sont pas mises en capacité de répondre comme il se devrait à cette crise qui perdure au Mali. Et en ça, nous estimons qu'on ne peut pas vouloir la cohésion sociale qui implique forcément les femmes à 50% et de ne pas donner les moyens aux femmes de s'impliquer
Encore une fois, nous avons des études qui montrent que les femmes sont représentées à moins de 2% dans toutes les institutions qui aujourd'hui sont censées stabiliser ce pays. Le comité de suivi de l'accord, la Commission nationale de DDR, la Commission nationale de RSS, ces femmes sont absentes. Et on parlera un peu de ce que les femmes font. Elles le font dans un cadre totalement informel. Ça ne les empêche pas de travailler, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas mis les femmes dans des situations d'autorité, on ne leur donne pas les moyens de changer la situation sur le terrain. Donc vous pensez que la réponse institutionnelle n'est pas adéquate? Elle n'est pas adéquate, elle est conventionnelle, c'est-à-dire elle se conforme à la situation antérieure à la crise, qui était celle de maintenir les femmes en dehors des sphères décisionnelles, malgré la reconnaissance générale de leurs compétences, malgré aussi le fait que la plupart des victimes de cette crise, notamment les femmes déplacées, les femmes réfugiées, composaient la majorité de ces populations. Malgré le fait aussi, et je vais m'en arrêter là, que les femmes ne sont pas neutres. Nous ne disons pas que les femmes sont forcément positives, mais lorsque vous amenez que les hommes à la négociation, lorsqu'on sait par exemple qu'à Kidal, que les femmes ont une influence très grande, qu'elles ont parfois empêché des trêves ou qu'elles ont voulu et influencé la reprise des hostilités. Ça, je veux aussi parler du rôle négatif que les femmes peuvent avoir, mais que lorsque ces femmes décident, par exemple, comme c'est le cas à Kidal en ce moment, de revenir par des voies plus démocratiques, elles ne retrouvent pas de moyens formels pour que cette médiation, ces capacités puissent s'exprimer. Alors, on fait du mal à ce processus et je pense que ça explique une partie des lenteurs et des échecs constatés, malgré les efforts qui sont consentis par les mouvements signataires, les trois mouvements. D'accord. Moussa Guindo, reconnaissez-vous que la réponse institutionnelle n'est pas adéquate, comme le pense Fatima Maïga? C'était un engagement personnel. Moi, je pense que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, l'État s'emploie à mettre les conditions pour qu'au moins les femmes et les enfants puissent être protégés. La preuve d'abord, l'examen du ministère de la promotion de la femme. Dans ce sens-là, on a élaboré beaucoup de projets. Et je prends l'exemple sur la loi sur les VBG, parce que compte tenu de la situation avec des études qu'on a menées sur le terrain, et au niveau des camps de réfugiés, il y a le plus grand nombre de femmes à ce niveau avec des enfants. Et l'institution de renforcement même de l'armée, et même la mise en condition de l'armée, en sécurisant nos régions, nos cercles, c'est juste par rapport à ça, pour qu'au moins que les femmes et les enfants puissent se retrouver. Mais la réalité, c'est qu'on doit dire, c'est que tous les Maliens doivent se donner la main, au moins c'est pour au moins se barrer la montée en puissance. Vous parlez des mesures et des lois et des projets adoptés, mais est-ce que dans les faits, concrètement, l'impact est visible sur le terrain? L'impact est visible parce qu'on va aller avec la sensibilisation, parce que le processus au niveau du gouvernement est un peu lent. Il faut plus, mais au moins le projet a été déjà présenté aux deux ministres et je pense que c'est une bonne voie. Il faut vraiment de déposer au niveau de l'Assemblée. Et la sensibilisation continue. Et la preuve aujourd'hui, nous avons demandé à responsabiliser les femmes, que les femmes soient au niveau des sphères de décision pour qu'au moins qu'on puisse compter avec elles. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont en mesure de connaître les réalités sur le terrain. Parce qu'en cas d'attaque dans les villages, c'est les hommes qui fuient, c'est les femmes qui restent. Et elles sont violentées, elles sont retenues comme des prisonnières et les enfants sont utilisés dans l'armée. Au moins, c'est pour aller causer des crimes contre d'autres populations. Et sur tout ce plan-là, l'État n'a que la mission, c'est de sauver cette situation. Et ensemble, je pense que la cohésion aussi est entamée, je l'ai dit, à 80%. Cela veut dire quoi? Il faut réunir tout le monde autour d'une table, qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on trouve les voies et moyens. Parce que cette crise concerne tout le Mali. Et des victimes, je pense que c'est au niveau des femmes, je le répète, et l'État continue à mettre les moyens à la disposition des acteurs sur le terrain. Il y a des études, il y a des enquêtes pour qu'au moins qu'on puisse avoir la solution. Parce que c'est ensemble qu'on puisse gérer ce problème-là. Parce que moi, je l'ai tout le temps dit, être femme, ce n'est pas une handicap. Tout de suite que la reconstruction de la cohésion sociale est en cours à 80%. Et malgré cela, vous dites même que les défis pour relever la reconstruction, les défis à relever concernant la reconstruction de la cohésion sociale restent énormes. C'est énorme parce que nous, on travaille dans ce cadre-là. Mais déjà 80%, est-ce que cela veut dire qu'il y a une incohérence dans les lits? Effectivement, non. C'est juste pour vous dire que la réalité est sur le terrain. Maintenant, de 2012 à aujourd'hui, l'État a fait beaucoup. Ce n'est pas comme là, si on fait perdre les statistiques pour voir des femmes violentées, le temps baisse. Mais avec des réflexions, on s'est dit il faut sévir. Sévir, c'est-à-dire quoi? De prendre une loi et mettre les gens en garde pour qu'au moins ça cesse. Vous savez, depuis au début, c'était ça. Mais cette fois-ci, quand on mène les études, on voit que nous progressons un peu, mais on ne peut pas dire que c'est à 100%. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit qu'il faut qu'au moins l'État se mette
en collaboration avec toutes les associations des ONG pour au moins combattre cette situation de crise. D'accord. Fatima Maïga, êtes-vous convaincu par les réponses de M. Guindo? Oui, je pense que certes, une partie de ce que M. Guindo dit est factuelle. C'est effectivement, il y a une réponse qui est apportée par l'État qui n'est pas moindre. Maintenant, il faut faire la différence entre les actions qui sont menées et les résultats. Si on prend, par exemple, si vous nous demandez est-ce que la cohésion sociale, elle est une réalité, il faut aller sur le terrain. Il n'y a pas, c'est vrai, que le Nord et le Centre qui sont aujourd'hui fragilisés du point de la cohésion sociale. C'est une question qui se pose à l'ensemble du pays. Mais prenons par exemple le cas des femmes qui ont été violées au Nord, à Gao, au moment où d'ailleurs où c'était le MNLA qui était, cette ville-là était sous domination du MNLA, avant que ne viennent le MUJAO et d'autres forces. Je ne veux pas stigmatiser quoi que ce soit, mais nous avons des données un peu plus factuelles. On sait qu'une partie des viols s'est passé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité prise à ce niveau-là, mais la société civile, notamment les défenseurs, les organisations de défense des droits humains, se sont constitués en collectif pour défendre, rester en justice au profit d'environ une centaine de femmes. Je rappelle qu'il y a eu environ 300 femmes qui ont été victimes de violences basées sur le genre, qui vont, comme Maître Saron l'a dit, qui vont des viols en groupe au mariage forcé et un certain nombre d'exactions. Donc ça a été documenté. Donc ce collectif-là, depuis plus de 2 ans, a commencé une action en justice qui est au point mort. Donc comment est-ce que vous voulez qu'on parle de cohésion sociale, de réparation, d'avoir envie de revivre ensemble, lorsque un aspect fondamental de cette cohésion, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il y a eu un mal qui a été subi par une partie très importante de la communauté, déjà cette reconnaissance, et d'autres formes de réparation juridique, judiciaire et peut-être psychosociale également, et économique pour celles qui aujourd'hui sont en incapacité de revenir à une vie normale. Non, aucune de ces formes-là n'a été apportée, simplement parce que, pour plein de raisons, on nous explique que les tribunaux compétents ne sont pas en mesure de commencer à traiter efficacement de ces cas-là. Il y a un problème à ce niveau-là de la réponse. Au-delà de ça, il y a également la question, encore une fois, du retour des réfugiés. Et un dernier aspect, parce que quand nous allons à Ménaka, vous savez que je travaille avec les femmes donc, de la plateforme et de la CMA, nous essayons de ne pas rester à Bamako, loin s'en faut. Nous partons faire des missions à Gao, à Ménaka et à Kidal. La dernière était en septembre de l'année dernière. Quand on parle aux femmes de Ménaka, elles sont très directes. Elles vous disent, mais comment est-ce qu'on peut revivre ensemble avec autant d'armes qui circulent ? Nous sommes absolument ciblés, nous, nos frères, nos maris, par cette montée de l'insécurité. Et voilà, sans ça, on ne peut pas parler de cohésion sociale, parce qu'il y a la méfiance, il y a la peur, il y a la terreur. Alors, Maître Saran Keïta, tout de suite, Madame Fatima Maïga vient de le dire, on dit souvent que les instances judiciaires ne sont pas prêtes à traiter certains dossiers. Alors, qu'en est-il? Pourquoi? Les instances judiciaires ne sont pas prêtes à gérer un certain nombre de dossiers. Vous savez, on amène les dossiers devant les juridictions, il faut amener les dossiers avec les preuves. Et la preuve de certaines infractions est très compliquée. Donc, c'est devant cette difficulté que peut-être qu'elles sont... C'est pas qu'elles sont pas prêtes, mais elles attendent de voir clair. On va devant les juridictions et qu'on veut avoir le droit avec soi. Il faut amener tous les éléments de preuve. Il faut amener tous les éléments de preuve. Vu que le droit est un travail très compliqué, c'est un travail très compliqué, parce que nous avons des individus en face. Il faut donner raison à quelqu'un et donner tort à quelqu'un. Il faut qu'on amène les preuves. Sans preuve, la situation est très compliquée. Et la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui est presque... Toutes ces violations de droits sont presque sans preuve. Sans preuve, c'est vrai qu'elles ont été... Mais il y a elles ont été... Plus palpables, je vais dire. Sinon, preuve, on sait que c'est des victimes qui sont là, c'est des viols qui ont été commis. Mais par qui? Comment? On le dit comme ça. Mais comment faire la preuve concrète par rapport à ces dossiers?
Donc, si on n'arrive pas à réunir les preuves, Mme Keïta, il n'y a-t-il pas d'autres alternatives? Il y a des raisons d'État en dessous de tout cela. Il y a des raisons d'État en dessous de tout cela. Et on dit que pour avoir la paix, on est prêt à tout pour aller vers la paix. Oui, je disais que s'il n'y a pas de preuves, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Oui, il y a d'autres alternatives. Mais les juges qui allaient vers ces alternatives, il faut qu'ils les étudient. On ne peut pas se prononcer sur un dossier de la être averti et voir les textes de loi, il faut aller au fond de beaucoup de choses pour parvenir à tout cela. Donc c'est un travail difficile pour les magistrats aujourd'hui, c'est un travail très difficile. Nous le reconnaissons en tant que défenseur des droits des hommes, mais je sais aussi qu'avec la persévérance, avec beaucoup de courage, nous allons pouvoir avoir des résultats. D'accord. D'accord. Madame Fatima Maïga, vous avez parlé également d'accord de paix. On va donner la parole à Madame Maïga Hadei Maïga, présidente nationale des femmes des mouvements armés de la plateforme, qui va réagir sur cette question. La femme a un grand rôle à jouer dans tout ça, là, parce que la femme, c'est le pilier de la famille. Nos familles sont basées sur le social, donc la cohésion sociale est obligatoire. Est-ce que les femmes de la plateforme sont suffisamment engagées pour la reconstruction de la cohésion sociale au Mali? Bien sûr, on est entièrement engagés. Toutes les femmes de la plateforme se donnent la main. On a tendu la main aux femmes de la société civile, aux femmes de la CMA, aux femmes partout où la femme, vraiment, on les tend la main pour la cohésion sociale. Parce que rien ne vaut la cohésion sociale. Est-ce que vous pensez que vos préoccupations sont suffisamment prises en compte dans le processus de paix? Bon, pas du tout, pas du tout. La femme a été complètement oubliée dans le processus de la paix. Donc, on ne peut pas faire la paix sans les femmes. Et vous avez vu partout dans les commissions, il n'y a pas de femmes. Les femmes ne sont pas du tout prises en charge. C'est un grand manque à gagner pour ce processus-là. La femme a été complètement oubliée. Donc, vraiment, il faut qu'on revoie ce côté des femmes. Et il faut qu'on voit le quota des femmes, il faut qu'on mette les femmes dans les prises de décision. Dans l'accord, il y a un préambule dans l'accord uniquement sur le genre, les femmes. Donc, mais dans l'accord, il n'y a pas les femmes. Les femmes ne sont pas responsabilisées, les femmes n'ont aucun poste. Donc vraiment, il y a un grand manque. Est-ce que vous pensez que c'est une violation de l'accord? Pour moi, c'est une violation de l'accord parce qu'il faut vraiment essayer de revoir un peu l'accord quand il faut donner à César ce qui lui appartient parce que la femme est incontournable. On ne peut pas faire la paix sans la femme. On ne peut pas faire la paix sans la femme. Donc il faut vraiment revoir cet accord-là pour mettre la femme dans ses droits. Parce qu'on ne le demande pas, c'est notre droit. Merci, monsieur Guindo. Une réponse par rapport à cette réaction de la présidente nationale des femmes des mouvements armés de la plateforme? Oui, effectivement, avant de rentrer dans ce vif, je réponds à Fatima. Et vous avez posé la question sans preuve au niveau des juridictions, des difficultés, même les associations de droits de l'homme viennent de le dire. Mais malgré tout, les juges sont maintenus sur ces lieux au niveau de ces zones difficiles pour rendre la justice. Et à ce niveau aussi, malgré ces problèmes, nous avons demandé de renforcer l'arsenal juridique. Il est en train de faire ce travail-là. Et je pense qu'avec le code pénal, il est facile de situer la responsabilité quand on parle de viol collectif. Et en plus de ça, il y a le mécanisme du CVGR qui est en place et pour prendre les cas rapidement. Et surtout, le nombre de ces victimes-là, c'est des femmes. Et en plus de ça, la justice traditionnelle, que l'État a déjà mis cette politique en place. Et de là aussi, nous avons une politique pour faciliter l'accès des femmes à la justice. Et cette politique est au niveau du ministère de la Justice. Et voilà toutes ces panoplies sur le plan institutionnel pour faciliter la tâche aux femmes de déposer plainte. Et au niveau du ministère de la Promotion de la Femme, dans chaque région, nous avons nos maisons, la femme qui sont servies de centres d'accueil pour les prises en charge. Et en plus de ça, ce que Madame vient de dire par rapport à l'accord, en réalité, il faut le dire, nous avons une loi 052 qui demande d'avoir 30% des femmes dans les instances de décision. Mais malheureusement, cette loi peine à se frayer le petit chemin. Pourquoi? Parce que les gens l'ignorent. Et nous avons dit de continuer la sensibilisation. Au moins, si les femmes sont là, et responsables de leurs problèmes, elles sont mieux outillées à expliquer et à trouver une solution. Et la preuve, même au niveau des polices et de la gendarmerie, nous avons formé beaucoup de femmes, beaucoup de gendarmes pour au moins prendre des cas de violences basées sur le genre et surtout contre les femmes. D'accord. Les gens ignorent cette loi, mais est-ce que l'État ignore cette loi?
Bon, la question de loi, c'est juste, s'il y a violation de loi, il faut que quelqu'un saisisse l'État. Oui, parce que tout de suite, Mme Maïga était en train de dire que des mesures sont prises pour protéger les femmes, mais les femmes ne sont pas impliquées dans ces processus, notamment l'accord de paix. Donc, est-ce que l'État, ce n'est pas à l'État de les impliquer aussi? Oui, effectivement, les femmes sont impliquées depuis l'accord de l'actuelle ministre de la promotion de la femme. Elle a tout suivi depuis l'accord jusqu'à aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'on veut un grand nombre de femmes, au moins pour que la voix des femmes puisse être entendue à ce niveau. Bon, maintenant, vous n'arrivez pas à trouver un grand nombre de femmes? On dit, quand on nomme une femme dans cette loi, par décret, par décision, par arrêté, vous êtes obligé de respecter les 30%. Bon, maintenant, nous sommes en train de mettre les mécanismes pour au moins trouver une sanction à ce niveau, parce que c'est purement politique. S'il y a des textes, quand on parle de décret, c'est à 80% politique. Mais maintenant, pour attaquer un décret, il n'y a pas un juge administratif au Mali qui peut attaquer ces décrets-là parce que la coordination politique a un large éventail. Bon, maintenant, il faut trouver une solution à ça pour trouver un mécanisme pour dire tant qu'une liste ne respecte pas ses quotas, il faut le rejeter. Et avec des élections, c'est ça qu'on est en train de faire avec les préfets, les sous-préfets. Toutes listes qui viennent sans le respect sans respecter cette loi, et la liste est rejetée automatiquement. Bon, maintenant, ce qui arrive au niveau du Conseil des ministres, par rapport aux nominations, il faut appliquer la même procédure pour l'exclure, effectivement. Et sur ce plan-là, nous pouvons avoir de grands nombres de femmes à ce niveau pour qu'au moins on peut trouver une solution au problème. Puisque les femmes ne sont pas impliquées dans l'accord de paix, comme le pense Mme Maïga Hadei Maïga, présidente nationale des femmes des mouvements armés de la plateforme, elle pense également que l'accord de paix a été violé. Oui, c'est ça. La difficulté est liée à ça. Si les femmes étaient représentées à 30%, le problème, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec elle que l'accord a été violé? Je suis d'accord. Si l'accord peine aujourd'hui à trouver la route, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut tenir compte avec ces femmes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui sont concernées. Et voilà, elles partent dans ce sens. Mais l'accord a pris beaucoup d'aspects qui ont été gérés. Mais aujourd'hui, prendre les victimes en charge, il faut trouver un mécanisme qui colle avec la réalité. Ça doit avoir le plus grand nombre de femmes dans la gestion. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'au Mali, il y a 50,4% des femmes qui sont majoritaires dans la population. Maître Saran Keïta, êtes-vous d'accord également que l'accord a été violé? L'accord a été violé. Je suis d'accord que l'accord a été violé. Mais je voudrais vous dire que on adopte un accord, mais jamais parfait. Pardon, on vous entend mal. Il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des failles. Mais si un accord, il faut aller vers sa mise en œuvre effective. Et sa mise en œuvre effective demande le relèvement de beaucoup de défis. Ce principe de défi, c'est ce que je dis à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus. Je dis qu'avec le gouvernement de la République du Mali et les groupes armés, c'est la participation de la femme à sa mise en œuvre. Quand on suit un accord, la population féminine fait plus de 52%. On veut aller à la mise en œuvre de cet accord, de cet instrument juridique, à partir du moment où il devient un instrument juridique. On veut aller à sa mise en œuvre pour la moitié de la population. On va aller, on postule. Il faut obligatoirement la participation des femmes à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. C'est vrai, mais il faut qu'il est conscient aussi à beaucoup de défis qu'il va falloir relever. Peut-être qu'il va trouver des solutions à sa violation, à tout ce qu'il y a comme problème autour de la mise en œuvre de cet accord-là. D'accord. Madame Fatima Maïga, quelle est la place aujourd'hui de la femme dans la reconstruction de la cohésion sociale? Vous me permettez de revenir rapidement sur cette question de la violation, parce que moi, je suis un peu libérée de certaines astreintes. Je ne suis plus chef de cabinet au ministère de la Femme. Mais si on admet qu'il y a une violation de l'accord du point de vue de la clause qui prévoit la participation des femmes et des jeunes, je dis bien admettre parce que je suis sûre que de l'autre côté, certaines personnes diront non, ce n'était pas une clause obligatoire ou qui peut être interprétée. Mais si on l'admet ici, alors il faut aussi identifier les auteurs de cette violation. Et pour ce qui est du CSA, le comité de suivi de l'accord, les trois parties signataires sont responsables de la composition des membres. Ça, il faut que ce soit très clair. Donc, c'est le gouvernement, la CMA
et la plateforme. Donc aujourd'hui, si nous voulons résoudre très rapidement ce problème, il suffit de la volonté politique de ces 3 parties signataires de dire que nous voulons nous conformer à la loi, à l'esprit donc de cette loi 52, la loi genre, et faire en sorte très rapidement qu'il y ait au moins 30% de l'un ou l'autre sexe, parce qu'il n'y a pas seulement les femmes. Nous, je fais partie de l'équipe qui a mis en œuvre cette loi au niveau du ministère de la Femme, et donc on connaît très bien comment cette loi fonctionne. Et ce qu'il faut, c'est de demander à ces 3 parties signataires de faire en sorte qu'à très court terme, 30% de femmes soient dans le CSA, 30% de femmes soient dans la Commission nationale du DDR, dans la Commission nationale de la RSS. C'est essentiellement une question de responsabilité et de volonté politique. Est-ce que réellement ils ont besoin, ces acteurs, qu'on leur dise ça? Est-ce que ça ne devrait pas quelque chose qui devrait être fait automatiquement? Si, et les femmes le leur disent. C'est ce que nous faisons à travers ma coalition, la coalition des femmes leaders du Nord du Sud. Est-ce que les acteurs même du CSA, le gouvernement, la plateforme, la CMA, est-ce qu'ils ont besoin même d'entendre ça? Est-ce qu'automatiquement... Ils nous le demandent, ils nous disent que malgré que bien sûr le gouvernement étant représenté, ils savent qu'il y a des engagements pris au Mali. Et pour les mouvements signataires, beaucoup viennent d'une communauté matriarcale qui reconnaît de toute façon la place de la femme. Mais ils reconnaissent que malgré ça, ils ne sont pas prêts aujourd'hui. L'accord de principe y est, mais ils ne sont pas prêts, par exemple, à remplacer les hommes par des femmes. Donc, il y a encore un long chemin à faire. Ils savent très bien qu'ils doivent le faire, mais passer de la promesse à l'action est une autre paire de manches. Donc je pense que ça doit être clairement dit, mais ça dépend absolument d'eux. D'accord. La place aujourd'hui de la femme dans la reconstruction de la cohésion sociale? Bon, et je pense que ça, c'est presque redondant de revenir sur ce qu'on a dit. Il y a une place convenue dans notre culture. On conçoit que la femme est pacificatrice, elle est gardienne du temple, mais il faut être très clair. Ce rôle accepté de la femme dans la médiation, dans la reconstruction de la cohésion sociale, c'est essentiellement dans la sphère privée. Il n'y a pas eu de traduction de l'acceptation générale du rôle de la femme, par exemple, dans les différends entre les couples, donc dans la sphère privée. Il n'y a pas cette traduction dans la sphère publique. Et ça se voit en particulier dans la question de leur implication et à plus forte raison au leadership dans les instances décisionnelles ou sur la paix. Donc, ce rôle-là, il est convenu, mais il n'est pas matérialisé. Est-ce que je dois reprendre son intérêt? Je voudrais simplement dire une chose. Lorsque les femmes sont à la table de négociation, ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles vont parler de priorités. Elles vont mettre le curseur sur les priorités plus que les hommes, qui viennent, si vous voulez, avec un certain nombre d'obligations. Ils sont représentants, par exemple, des milices. Donc, vous voyez, j'ai fait partie souvent de ces sphères-là. Ils vont porter des revendications, je dirais presque corporatistes. Comment payer les milices? Comment faire en sorte d'avoir accès à certains endroits? Parce qu'ils sont en porte-à-faux, ils ont des difficultés. Mais très rarement, vous les verrez porter l'agenda des femmes. Qu'est-ce qu'il est, cet agenda? Pour Kidal, pour Tombouctou, à une certaine Taoudéni, c'est des questions essentiellement d'accès aux services sociaux de base. Il n'y a pas d'école qui fonctionne. Il n'y a pas d'accès à l'eau. Il n'y a pas d'accès aux services de sécurité puisqu'il n'y a pas de redéploiement de l'État. Donc les femmes ne vont pas parler de ces questions fondamentalement corporatistes, excusez-moi l'expression, et vont dire faites en sorte de faire taire les armes, parce que nous avons besoin que les enfants reprennent le chemin de l'école. S'ils ne reprennent pas les chemins de l'école, ils auront rejoint les groupes des terroristes, parce qu'eux ont les moyens de les recruter. Nos filles seront mariées plus tôt, parce qu'on ne peut pas les garder sous la main à ne rien faire. Donc, elles ont un langage de vérité sur les priorités. Ça, déjà, je sais que la paix, la cohésion sociale aurait été renforcée par cette priorisation qui est qui parle le plus des réalités et des besoins immédiats des populations. Et en ça, aujourd'hui, les acteurs ne sont pas capables, à mon avis, d'articuler une réponse qui réponde aux besoins fondamentaux et urgents de la population, et les femmes le font. Alors, M. Gundo, la reconstruction de la cohésion sociale passe surtout également par un dialogue. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un dialogue inclusif, permanent, franc et sans démagogie avec l'implication des femmes aujourd'hui au Mali sur le processus? C'est évident, c'est ça que nous demandons. Est-ce que ça existe? Ça existe. Aujourd'hui, si on trouve des solutions à des problèmes, c'est parce qu'il y a eu dialogue, il y a eu sensibilisation. Les hommes se sont retrouvés pour dire qu'il faut poser des problèmes. Et à travers notre politique genre,
Et il y a beaucoup de nos lois, de nos stratégies qui sont issues de cette politique. Et ça va dans le cadre de la cohésion, ça va dans le cadre du dialogue. Mais aujourd'hui, il faut le dire, sans la paix, on ne peut rien. Mais compte tenu de cette situation d'accalmie, donne le temps au gouvernement de réfléchir et d'avancer sur un certain nombre de points. Vous avez parlé des violations, à tout dernièrement. Vous voyez même à Bamako, les filles sont violées collectivement. Mais tout ça, c'est une question de sécurité. Et la sécurité est renforcée dans ce sens-là. Mais maintenant, il faut sévir. Là, il faut sévir, ça veut dire quoi? De prendre des lois, de mettre les praticiens dans des conditions pour qu'au moins qu'ils puissent rendre la justice. Tant qu'on ne sévit pas, la situation ne va pas s'arrêter. Et nous continuons la sensibilisation. Nous descendons au niveau des régions, des cercles, pour sensibiliser les gens et les remettre en confiance pour dire que ton ami qui est à côté de toi, c'est un parent, vous pouvez discuter avec eux et ça va sauver telle situation. Permettre aux enfants d'aller à l'école calmement, de les maintenir, éviter les mariages précoces et soutenir les femmes en les appuyant sur le plan autonomisation. Et chez nous, nous avons des plateformes multifonctionnelles qu'on veut mettre dans les villages qui vont permettre aux femmes au moins de s'occuper et garder et maintenir les jeunes filles à l'école. Bon, tout ça, ça rentre dans le cadre de la cohésion sociale. Mais cela ne peut pas se faire sans qu'il n'y a pas de paix. Comme je l'ai dit, dans l'accord, l'État a fait de sa partition, parce que c'est un contrat entre 3 parties. Mais si d'autres violent, il faut prendre des sanctions, ceux qui violent. Parce que l'État aujourd'hui a le moyen pour aller vers ça, pour qu'au moins la population puisse sentir l'impact sur le terrain. Et nous travaillons dans ce sens-là. Et tout le gouvernement a sa feuille de route, la mise en application de l'accord. D'accord. Sur cette question de dialogue, écoutons Safietou Kabangou Maïga, président des mouvements de paix dans Songo, au micro de notre correspondant Issouf Moussa Touré. Les femmes sont en train de jouer un grand rôle concernant la paix, concernant la réconciliation, concernant le vivre ensemble. Moi, je pense que pour préserver cette paix, je pense que nous avons beaucoup joué notre rôle, ainsi que les jeunes. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les leaders communautaires, il faut qu'ils s'asseyent sur des tables, discuter, les chefs de village, les chefs religieux, les communautés, les chefs des fractions. Il faut que tout le monde soit ensemble à table pour discuter des problèmes dans toutes les communes. Puisque moi, ce que nous voyons, il faut qu'on se serre, on attache nos ceintures pour combattre cette insécurité. Nous avons même fait un plaidoyer sur l'insécurité à Ansongo. Donc ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il faut que les communautés, les leaders communautaires, les chefs de fraction, les chefs religieux, la société civile, tout le monde soit à table pour revoir comment est-ce que nous allons combattre cette insécurité. Maître Saran Keita, dans ce contexte actuel du pays où on parle déjà même de violation de l'accord de paix, est-ce possible aujourd'hui de reconstruire la cohésion sociale avec l'implication des femmes? La cohésion sociale avec l'implication des femmes, c'est même indispensable. Cette activité est même indispensable. On ne peut pas aller vers la reconstruction de la cohésion sociale sans l'implication des femmes. Donc, c'est là il faut aller vers certaines actions, c'est-à-dire l'appropriation de l'accord d'abord. L'accord a été signé il y a 2 ans, mais c'est un instrument qui est inconnu de la plupart des populations en général et des femmes en particulier. Il faut aller à la participation des femmes à toutes les actions de la paix aujourd'hui au Mali. Les actions qui seront posées par rapport à la paix, il faut qu'il y ait une participation des femmes. Alors, Madame Keita, est-ce que ces femmes elles-mêmes sont soudées quand on voit beaucoup de problèmes autour de la coordination des femmes? Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il y a des cas particuliers qui sont là, mais dire que les femmes ne sont pas soudées, les femmes sont soudées. Les femmes sont soudées au niveau régional à travers la plateforme des femmes du G5 Sahel. Les femmes sont soudées au niveau national à travers toutes ces associations que nous voyons. Mais Fatima Ta, qui est sur le plateau avec vous, est leader, est présidente d'une association. Moi, je suis en train de vous parler comme ça, je suis présidente d'une association. Il y a beaucoup d'autres associations qui sont comme ça au niveau national. Donc, les femmes, dire que les femmes ne sont pas soudées, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce qui est sûr, toute règle a une exception. Toute règle a une exception. Peut-être qu'aujourd'hui, nous vivons une exception qui est que les femmes sont
se chamailler autour de la SAFO, mais je pense que c'est juste une exception qui ne peut pas être une règle pour les femmes. D'accord, Fatima Maïga, certaines le sont bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui toutes les associations au niveau national sont représentatives, surtout les associations des femmes? Écoutez, c'est une question importante, c'est une question intéressante, mais vous avez tendance à la poser surtout aux femmes. Nous avons fait cette remarque-là entre nous, que très rarement cette question on la pose aux hommes, qui sont confrontés aux mêmes problèmes, souvent, d'harmonisation, de point de vue. Donc sur ce plan-là, je voulais le remarquer. Mais on s'organise de toute façon à avoir une communauté d'objectifs sur ce qui compte. L'action par rapport à la participation des femmes n'a jamais connu d'obstacle pour des raisons de désunion. Ça, il faut le dire très clairement. Nous sommes une coalition, moi-même, ma coalition, mais nous travaillons avec d'autres associations. On ne s'est pas un jour arrêté pour dire nous ne pouvons pas accepter telle ou telle personne. Donc nous n'avons pas ce problème-là, il faut le dire. Pour ce qui est de la question de la représentativité, c'est une question intéressante qui va peut-être se poser. Je vais vous donner un exemple dans lequel il va s'illustrer. Depuis à peu près 2 mois, on travaille avec le CSA, le comité de suivi de l'accord, les décideurs, tous des hommes, mais qui sont ouverts, pour que les femmes entrent dans le CSA. Et il nous pose la question de la représentativité. Est-ce que nous sommes représentatives? Forcément, puisque vous avez Bouchara Nadif qui représente les femmes de la CMA et vous avez Adey Maïga qui représente les femmes de la plateforme. Et comme je vous ai dit, ce sont les 3 mouvements, les 3 partis signataires qui vont choisir normalement qui rentre, puisque ce sont les textes qui le prévoient. Non, en ça, on ne peut pas nous dire qu'on n'est pas représentative. Mais nous nous imposons des critères que les hommes eux-mêmes ne se sont pas imposés. C'est-à-dire que nous allons commencer un processus pour recenser au sein des mouvements signataires, donc les 3 mouvements, les 3 partis signataires, les femmes qui ont les compétences par rapport aux postes qu'elles doivent occuper. Et on sera donc, peut-être, nous, on donnera l'exemple alors aux hommes qui, encore une fois, je vous le précise, n'ont pas eu à démontrer qu'ils ont fait un processus compétitif ouvert pour sélectionner les meilleurs parmi eux pour siéger aujourd'hui dans toutes ces instances. D'accord. La cohésion sociale n'est-elle pas aussi liée au développement du pays? Est-ce que sans la lutte contre la pauvreté, il peut y avoir de cohésion sociale aussi? Oui, je pense que là, vous dites, c'est extraordinaire d'être dans la simplicité, vous posez le problème très bien. La cohésion sociale n'est absolument pas une fin en soi, enfin, c'est désirable, c'est souhaitable, mais ce n'est pas une panacée. La crise, elle est multiforme. On a bien vu que les déterminants viennent de facteurs antérieurs à la crise. Des questions de distribution des ressources, d'accès aux ressources. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que les communautés, Dogon, les communautés Peul, s'affrontent. Ça, ce n'est pas nouveau. Donc, ce sont des questions antérieures de développement, de gouvernance au niveau communautaire comme au niveau central. Donc, il faudra apporter une réponse à ces questions-là. La médiation, la cohésion sociale ne peuvent pas remplacer ces actions obligatoires de développement et, disons, et de développement dans un contexte de gouvernance partagée, de gouvernance inclusive et transparente. Ça, c'est très clair. Monsieur Guindo, est-ce que vous avez réfléchi à cette situation au niveau global? Oui, effectivement, au niveau global, je pense que l'État est un partenaire de tous les mouvements et on le dit souvent, l'arme fatale contre les mouvements ou associations, c'est la désorganisation. Nous demandons aux femmes de se réunir, de s'organiser et nous avons un projet, un grand cadre de concertation avec les associations des femmes et les ONG. Mais est-ce que la dimension développement du pays est prise en compte dans le processus de reconstruction? La dimension développement est prise, effectivement, parce que la femme est une acteur principal dans le développement. Et il faut les outiller, il faut les rassembler pour leur donner une feuille de route dans ce sens. C'est pour vous dire que c'est à cause de ça que je vous ai dit que l'État est un partenaire et nous assistons de loin. Mais notre truc, c'est que les femmes s'organisent et qu'on se retrouve dans ce cadre de concertation. La ministre va même commencer à descendre dans les régions, dans le vouloir des femmes sur le terrain et les organiser afin d'aller dans le sens du développement. J'ai dit, on ne peut pas faire le développement sans paix et avec la paix, le devons ensemble. D'accord. Reconstruction de la cohésion sociale. Quelle est la place de la femme? C'était le thème du grand dialogue de ce soir en lien avec la journée de la femme et nos invités Moussa Guindo, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Fatima Maïga, présidente des
des femmes leaders dont celle de la CMA et de la plateforme. Maître Saran Keïta, avocat et membre de l'Association des femmes juristes du Mali. Débat réalisé, présenté et coordonné par Mohamedou Touré. Merci de l'avoir suivi. À la régie audio Salim Douara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Merci et bonne fête à toutes les femmes. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand